Rick Ness a entamé la dernière partie de la saison minière en sachant que l'échec était plus proche que le succès. À seulement une semaine de la fin de l'hiver, il restait près de 400 onces de moins que son objectif ambitieux de 1800 onces d'or, un objectif qui lui semblait désormais douloureusement hors de portée. Le prix de l'or avait grimpé jusqu'à près de 4000 $ l'once, ce qui rendait chaque tranche d'argent plus précieuse que jamais, mais cette montée en flèche du marché a également apporté de nouvelles pressions. Pendant que Rick se battait désespérément pour rester en vie dans le Klondike, Tony Beats et Parker Schnabel regardaient tranquillement de près, pleinement conscients qu'une mauvaise semaine pourrait forcer Rick à vendre le terrain qu'ils voulaient tous deux depuis des années. Quand quelqu'un lui a demandé où il en était avec son total, Rick a répondu honnêtement qu'il lui restait encore environ 400 onces avant d'atteindre 1008 cents. Tony Beats n'a pas perdu de temps pour lui rappeler qu'une opération comme la sienne pourrait lui rapporter un bon prix s'il décidait un jour de vendre un commentaire qui semblait désinvolte en apparence mais qui portait un message que Rick a immédiatement compris. Chaque conversation semblait soudainement revenir à la même possibilité. Si Rick ne parvient pas à terminer en force, la décision de continuer à exploiter l'exploitation minière pourrait ne plus lui appartenir entièrement. Le plus gros pari de Rick a été lorsqu'il a décidé d'exploiter 2 usines de lavage en même temps à Lightning Creek, dans l'espoir que doubler sa capacité de traitement lui donnerait une dernière chance de combler l'énorme écart avant l'arrivée de l'hiver. C'était une décision agressive pour un équipage déjà épuisé, mais la prudence n'était plus une option. Malheureusement, avant même que la deuxième usine n'ait atteint sa première tranche de salaire pleine, de la fumée a commencé à s'échapper des machines. En un seul instant terrifiant, la stratégie qui était censée sauver la saison semblait pouvoir la détruire. Tout ce que Rick avait construit au cours des mois précédents reposait soudainement sur un dernier terrain et un espoir fragile. Si cette coupe produisait au moins 420 onces supplémentaires avant que le gel ne bloque la terre, la saison pourrait encore rester dans les mémoires comme un succès. En cas d'échec, des mois de travail acharné, des millions de dollars de revenus potentiels et l'avenir de l'opération elle-même pourraient disparaître ensemble. La marge séparant la victoire de la défaite était devenue si incroyablement petite que chaque heure qui passait ressemblait à une saison entière compressée en une seule journée. L'exploitation minière au Klondike a toujours été une course contre la montre, mais cette année, le temps semble aller encore plus vite que d'habitude. Les opérateurs ne disposent que de quelques mois précieux avant que les températures glaciales ne récupèrent le sol, transformant les concessions productives en friches gelées qui ne pourront être exploitées à nouveau avant le printemps. Chaque mineur comprend que la nature finira par gagner la bataille. La seule question est de savoir quelle quantité d'or peut être récupérée avant que l'hiver ne ferme la porte. Cette saison était d'autant plus importante que le prix de l'or avait grimpé à près de 4000 $, l'once le plus haut niveau jamais connu par de nombreux mineurs au cours de leur carrière. Chaque once récupérée du sol valait soudainement plusieurs fois plus que ce qu'elle aurait été quelques années plus tôt. Ce seul changement économique a transformé chaque décision prise par les plus grands exploitants du Yukon. Cela encourageait des risques plus importants, des heures de travail plus longues et des investissements plus importants, car chaque once supplémentaire avait une valeur extraordinaire. Pour Rick Ness, l'objectif de 1800 onces représentait bien plus qu'un nombre impressionnant. Pour atteindre ce total, il fallait couvrir d'énormes coûts d'exploitation, récompenser un équipage fidèle qui avait enduré l'une des saisons les plus difficiles imaginables et garantir la survie de l'entreprise pendant une autre année. Ne pas atteindre ce cap entraînerait des conséquences financières douloureuses à tous les niveaux. L'objectif était devenu la ligne séparant la survie de l'incertitude. Alors que le calendrier approchait de ses dernières semaines, Rick restait obstinément à environ 400 onces en dessous de l'endroit où il devait être. Il ne restait qu'une poignée de jours d'exploitation minière avant que le sol gelé et les systèmes d'eau défaillants n'obligent toutes les installations de lavage à cesser de fonctionner. Il n'y avait aucune semaine de sauvegarde en attente sur le calendrier. Chaque lever de soleil représentait une opportunité de moins de changer le résultat. La position difficile dans laquelle se trouvait Rick avait été créée par une saison remplie de revers incessants. Au début de l'année, la mine Diamond Cut de Lightning Creek n'a produit qu'environ 7 onces d'or, une déception écrasante, si l'on considère qu'il devait encore 100 onces supplémentaires sur le Claims lui-même. Le pari qui était censé devenir l'un de ses plus gros producteurs est devenu l'une de ses erreurs les plus coûteuses. Se remettre de cette défaite prendrait presque toute la saison.
Même le déplacement de l'usine de lavage Rocky vers Lightning Creek s'est avéré être un défi épuisant avant même que l'exploitation minière puisse commencer. L'équipement devait parcourir environ 300 pieds le long d'une route d'accès extrêmement étroite, avec une berge abrupte d'un côté et le ruisseau se pressant dangereusement de l'autre. Chaque centimètre exigeait une manœuvre minutieuse, ce qui coûtait de précieuses heures et d'énormes efforts. Au moment où l'usine atteignit finalement sa destination, Rick avait déjà dépensé des ressources sans voir une seule once d'or en retour. Puis sont venus les problèmes au montage du Valhalla. Une énorme couche d'argile lourde de 30 pieds a pratiquement paralysé la production, obligeant Rick à abandonner la zone bien avant qu'il ne l'avait espéré. Cherchant désespérément une autre source de revenus, il a transféré ses opérations à Vegas Valley dans le cadre d'un plan de redressement. Malheureusement, ce terrain s'est également épuisé beaucoup plus tôt que prévu, laissant Rick une fois de plus se battre pour trouver des solutions au lieu de créer une dynamique. Malgré tous les revers, Rick a refusé d'abandonner. Grâce à sa détermination à des risques calculés et à d'innombrables longues journées, il a lentement reconstruit la saison 11 par 11, jusqu'à ce qu'il se retrouve enfin à portée de main de son objectif. Pourtant, le calcul restait brutalement simple. 400 onces le séparaient encore du succès. Il ne restait que 2 semaines, et chaque pièce d'équipement devait fonctionner parfaitement, car il n'y avait pas d'équipage de réserve, ni de machinerie de rechange attendant pour le secourir en cas de panne. Partout dans le Klondike, les plus grandes exploitations minières se surveillaient constamment. Parker Schnabel poursuivait une incroyable saison de production de 10 000 onces, tout en exploitant plusieurs usines de lavage sur différentes concessions, enregistrant certaines des plus grandes collectes d'or hebdomadaires jamais vues au cours de la série. Tony Beats, quant à lui, a dépassé les 10 000 onces pour la première fois en plus de 4 décennies d'exploitation minière, devançant Parker dans une bataille qui a dominé toute la saison. Ensemble, leurs totaux de production ont éclipsé l'objectif de Rick, ce qui fait que son combat semble minime en comparaison, mais non moins important pour lui. La flambée du prix de l'or a eu une autre conséquence inattendue. Les terrains miniers productifs sont soudainement devenus plus précieux que jamais, transformant les concessions de Rick en cibles d'acquisition attrayantes. Tony l'a approché directement avec une offre tandis que Parker tentait discrètement d'adhérer à l'opération. Rick a écouté attentivement, mais a refusé de s'engager, insistant sur le fait qu'aucune décision finale ne serait prise avant la fin de la saison elle-même. Il a admis que rien ne resterait définitivement hors de la table, une déclaration qui reflétait à la fois le réalisme et la détermination. Rick a compris exactement pourquoi les 2 plus grands opérateurs voulaient de son terrain. Ils ont reconnu son potentiel à long terme, et ils ont également reconnu à quel point il était devenu vulnérable après une saison aussi difficile. S'il ne parvenait pas à atteindre son objectif, la vente pourrait cesser d'être un choix et devenir la seule voie pratique à suivre. Il y avait un autre numéro qui hantait Rick tout au long de ces derniers jours. Plus tôt dans la saison, il avait acquis la concession Lightning Creek en acceptant de payer 200 onces d'or, dont la moitié était livrée immédiatement, et le reste devait être payé dans un délai serré. Combiné aux investissements substantiels déjà investis dans Vegas Valley, la pression financière est devenue énorme. Atteindre 1800 onces n'a jamais été une question de battre un record personnel. Il s'agissait d'équilibrer les comptes, de protéger l'avenir de l'entreprise et de prouver que chaque décision difficile valait la peine d'être prise. Contrairement à Parker et Tony, Rick n'avait pas le luxe d'avoir une main-d'œuvre massive ou plusieurs niveaux d'équipement de secours. Chaque machine comptait. Chaque opérateur comptait. Chaque panne entraînait des conséquences qui pouvaient se répercuter sur l'ensemble de l'opération, car il n'y avait tout simplement pas de capacité supplémentaire disponible pour absorber les pannes inattendues. L'hiver approchait sans relâche, et une fois que les températures avaient suffisamment baissé, aucune détermination ne parvenait à faire fonctionner les installations de lavage. Des conduites d'eau gelée, un sol solide et une météo brutale mettraient fin à la saison que Rick soit prêt ou non. Sa seule stratégie consistait à pousser plus fort que jamais, en traitant autant de saleté que possible, tant que les conditions le permettaient. C'était un plan simple en théorie, mais brutalement exigeant en réalité. Rick parcourut le site et se rappela que l'essentiel était enfin en place. Il y avait suffisamment de terre empilée et prête. Les systèmes d'eau fonctionnaient. L'alimentation électrique avait été assurée, et les machines semblaient prêtes à commencer une autre poussée. Il ne restait plus qu'à alimenter la plante en terre
et à espérer qu'il y ait suffisamment d'or caché à l'intérieur pour sauver la saison. Chaque seau semblait soudainement plus lourd, à cause de tout ce qui se trouvait dessus. La stratégie ne laissait absolument aucune place à l'erreur. Cela dépendait de la capacité des machines à survivre à des punitions constantes de la météo, restant coopératives pendant un peu plus longtemps, et du sol, livrant exactement ce que Rick pensait qu'il contenait encore. Chaque hypothèse représentait un autre pari énorme. Ensemble, ils formaient la fragile fondation qui soutenait l'avenir de l'ensemble de son exploitation minière. Pour combler un déficit de 400 onces alors qu'il ne restait que 2 semaines, Rick a pris la décision audacieuse d'exploiter simultanément 2 usines de lavage. En doublant la capacité de transformation, il espérait doubler la production pendant les précieux jours qui lui restaient. Il ne pouvait pas prolonger la saison minière, et il ne pouvait pas créer par magie un terrain plus riche. La seule variable encore sous son contrôle était la rapidité avec laquelle la terre se déplaçait dans les usines avant que l'hiver n'arrête tout inévitablement. L'exploitation simultanée de 2 usines a imposé une pression énorme sur une équipe déjà réduite. Les travailleurs ont dû se répartir entre 2 sites miniers distincts, situés à près de 8000 l'un de l'autre, obligeant chacun à assumer encore plus de responsabilités qu'auparavant. Rick et Kyle Shallcross se sont dirigés vers Lightning Creek, où un vieux stock de terre battu attendait à côté de l'usine de lavage Rocky. Ce n'était pas le matériau le plus riche de la propriété, mais au prix actuel de l'or même, les restes de terre justifiaient l'effort. Entrer dans Lightning Creek restait difficile chaque jour. La route d'accès étroite serpentait entre les berges escarpées et le bord du ruisseau ne laissant presque aucune place aux équipements lourds pour manœuvrer en toute sécurité. Chaque mouvement exigeait de la patience, de la précision et une concentration totale, car une erreur pouvait facilement endommager de précieuses machines avant même le début de l'exploitation minière. L'emplacement exigeait autant de compétences en matière de transport que d'extraction d'or. La masse salariale restante à côté de Rocky représentait une dernière opportunité plutôt qu'une situation minière idéale. Dans des conditions de marché normales, Rick aurait pu ignorer des éléments comme celui-ci et se concentrer ailleurs. Mais alors que l'or approchait des prix records, chaque once cachée à l'intérieur de cette pile est soudainement devenue trop précieuse pour être laissée derrière soi. Le terrain avait encore une chance de contribuer et Rick avait l'intention de la saisir. Rocky lui-même avait connu d'innombrables saisons et portait les cicatrices qui le prouvaient. C'était une machine vieillissante qui avait survécu à des années de punitions incessantes, exigeant la confiance à chaque fois que son moteur reprenait vie. Rick s'était appuyé sur lui lors de saisons difficiles auparavant, pensant qu'il pourrait survivre à une poussée supplémentaire. Mais alors que l'équipage se préparait à démarrer, personne ne se rendait encore compte que la machine était sur le point de faire face à l'épreuve la plus difficile de toutes. La start-up fonctionne comme Rick le souhaite. L'eau arrive, l'électricité arrive, le plateau shaker commence à bouger. En quelques instants, l'usine fonctionne et la saleté la traverse. Rocky est en train de faire l'écluse, le tas restant commence à se transformer en or en réserve, et Rick se rapproche des onces dont il a encore besoin. Le premier matériau traversant le pont est la preuve que le pari peut fonctionner. 2 usines tirant en même temps sur le même déficit. Les 8000 répartis entre les sites semblent soudainement valoir la peine pour l'équipage. Pendant une courte période, le plan de double usine fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Le déficit commence à se réduire avec des jours encore au calendrier. La plante commence alors à fumer. Pas un brin de fumée, une véritable fumée du genre, à signifier que quelque chose a déjà échoué, plutôt que quelque chose est sur le point d'échouer. La pompe d'alimentation de l'installation de lavage est tombée en panne. La courroie qui entraîne le système de refroidissement fonctionnait sur un tendeur beaucoup trop lâche. Un tendeur desserré permet à la courroie de sauter au lieu de s'agripper. Il sautille jusqu'à se déchirer. Une fois la courroie retirée, le système de refroidissement s'arrête. Une fois le refroidissement arrêté, l'ensemble surchauffe et se détruit. Rapide, catastrophique et terminé presque avant que cela ne commence. La séquence est le genre d'échec qui ne donne aucun avertissement sur lequel l'équipage peut agir. Le tendeur fait son travail de manière invisible jusqu'à ce qu'il ne le fasse plus. Et au moment où la fumée est visible, la ceinture a déjà disparu. Et la chaleur a déjà fait des dégâts en dessous. Il n'y a aucun point dans la chaîne où la fermeture de l'usine 1 minute plus tôt aurait pu la sauver. Parce que le premier signe que l'on reçoit est la fumée elle-même. Et à ce moment-là, Rocky a fini.
Les dégâts ne sont pas du genre à être résolus par une réparation sur le terrain. La panne de la pompe d'alimentation met Rocky hors de propos pour le reste de la saison, pas pour un après-midi. La stratégie de double usine de Rick s'effondre avant d'avoir traité plus d'une fraction d'une seule tranche de salaire. La machine qui était censée combler son déficit est maintenant à la ferraille, au bord d'un ruisseau, à 8 milles de sa coupe principale. Une voie trop étroite et trop éloignée pour qu'une usine de remplacement soit une option réaliste à cette fin de l'année. Le calendrier auquel il a couru n'a pas ralenti une seconde. Le plan se limite désormais à un seul site et une seule coupe, avec les mêmes 400 onces et plus toujours debout. Entre lui et le but et encore moins de temps pour les retrouver. C'est à ce moment-là que la saison se transforme en une opération unique. Il n'y a plus de deuxième usine pour couvrir le pari. Il n'y a pas de tas restant qui ajoute tranquillement des onces en arrière-plan pendant que la coupe principale fonctionne. Le diamant taillé à Lightning Creek lui avait déjà rapporté 7 onces plus tôt dans l'année contre un paiement de 100 onces dû sur le même clem. Et maintenant, la deuxième tentative pour faire payer Lightning Creek s'est soldée par la destruction d'une usine de lavage. C'est la courroie qui entraîne le système de refroidissement. C'est pour ça que la chose fume, parce qu'elle surchauffe. Cette tension ne devrait pas être si relâchée. C'est ce qui maintient la tension sur la courroie, non. Alors quand elle est lâche, elle saute et cette ceinture se déchire. Et puis il a arrêté de refroidir, donc il a surchauffé. Tout ce dont Rick a besoin doit sortir d'un seul morceau de terrain en un seul nettoyage, avant que la météo ne mette fin à la saison pour lui. Pression du travail de nuit. Tandis que le pari de Rick sur Lightning Creek s'effondre, l'opération de Parker Schnabel se déroule 24 heures sur 24 pour maintenir sa position contre Tony. La course en tête du classement est suffisamment serrée pour que chaque quart de nuit compte, et Parker demande à son équipe de travailler sur le terrain par équipe pour nourrir les plantes sans interruption. L'exploitation exploite plusieurs usines de lavage, à la fois sur des coupes distinctes, et les maintenir toutes payées 24 heures sur 24 est le seul moyen pour que le total de la saison reste en lice avec Tony. Cette poussée ne vient pas sans ses propres pannes. L'un des camions de roche de Parker a un accident qui le renverse presque et revient endommagé, réduisant un équipage de moitié sa capacité de transport et obligeant un seul camion à fonctionner 24 heures sur 24 pendant que les réparations sont effectuées. Une installation de lavage subit des dégâts structurels. L'opération absorbe chaque coup et maintient les plantes nourries, car à ce stade de la saison, une plante bloquée est de l'or qui n'est jamais compté. Oh ouais. Mon shaker s'est éteint. Rien ne fonctionne. Alec, Liam, tu en as une copie. Ouais, vas-y. Eh mec, mon shaker s'est éteint, et j'ai besoin de vous ici tout de suite. Le contremaître Mitch Blaschke dirige l'équipe de nuit. Il a une date limite personnelle parallèle à la première saison. L'anniversaire de sa fille approche, et la seule façon pour lui de rentrer à la maison à temps est de tout finir devant lui ce soir-là, et de prendre la route tôt le matin. Brian Zaremba se trouve dans une situation similaire ailleurs sur l'opération, travaillant sa dernière nuit avant de partir rejoindre sa propre famille. 2 membres de l'équipage courent le même chrono pour des raisons différentes saisonnières et familiales, et tous 2 s'épuisent en même temps. La charge de travail entre Mitch et la maison est lourde. À la fin du quart de travail, des milliers de mètres de salaire doivent encore passer par l'usine de lavage. Dans la coupe 2 des plus gros bulldozers de l'exploitation doivent enlever le dernier acre d'une épaisse couche de boue d'environ 4 pieds de profondeur, puis déchirer la terre gelée en dessous afin qu'elle puisse commencer à dégeler avant de pouvoir être traitée. Rien de tout cela n'est facultatif. Le calendrier ne tolère aucun retard, et il n'existe pas de version de la soirée qui se termine plus tôt sans que tout soit fait. L'équipage pousse, la boue s'écoule, acre après acre. Les gros bulldozers laissent tomber leurs défonceuses dans le gravier gelé et l'ouvrent pour que le sol puisse commencer à ramollir. À mi-chemin, le bulldozer de Mitch prend une dent de Reaper endommagée. Il y travaille plutôt que de s'arrêter, car s'arrêter est la seule chose que le calendrier et l'anniversaire ne peuvent pas se permettre. Vous pouvez voir ici, c'est notre dent d'éventreur. Quand vous déchirez ce gravier, c'est tellement abrasif que le dernier petit morceau qui reste ici disparaîtra en quelques poussées. La couche gelée apparaît. L'acre de boue se détache. Le salaire ci-dessous commence à dégeler comme prévu. Alors que la ligne d'arrivée apparaît, les premières chutes de neige de la saison s'abattent sur l'exploitation. Les premières chutes de neige au Yukon ne concernent pas la neige elle-même. C'est le signal que le terrain commence à se bloquer et que la fenêtre pendant laquelle tout le monde courait
se ferme plus vite que ne le suggérait le calendrier. Une équipe peut faire presque tout là-haut sauf le froid, et la première neige est l'avis de notification du froid qu'elle a l'intention de collecter. Il n'y a aucune négociation avec lui et il n'y a aucun moyen de savoir pour le moment s'il brûle à midi ou s'il reste et termine la saison plus tôt. La neige ne reste pas assez longtemps pour les arrêter. Le projet de décapage est terminé, le dernier acre est dégagé, et les salaires gelés sont ouverts et laissés à dégeler dans les délais prévus. Mitch réalise l'une des courses individuelles les plus solides que l'exploitation ait organisées cette saison et il reprend la route, rentrant chez lui pour son anniversaire, au moment même où la neige commence à tomber sur la piste derrière lui. Le timing tient avec une marge presque aussi mince que celle que Rick s'apprête à affronter sur son propre terrain. L'opération que Mitch laisse derrière lui a encore beaucoup de terrain à exploiter, une arrivée qu'il veut vraiment rattraper, mais la partie de la saison qui reposait sur cette poussée nocturne est terminée dans les délais, avec la neige déjà au sol et les bulldozers garés. La dernière chance réduite à l'opération de Rick la saison entière se réduit à un seul morceau de terrain nommé à juste titre la coupe de la dernière chance. Avec le plan de double usine détruit et le calendrier presque épuisé, tout dépend de ce que cette coupe apportera en un seul nettoyage. Préparer la coupe est son propre combat. Avant que l'exploitation minière puisse commencer, la zone doit être drainée, débarrassée des arbres et des roches meubles et sécurisée pour le travail, puis démontée d'environ 40 pieds pour atteindre le sol aurifère. Rick utilise pour cela une excavatrice reconstruite, une machine qui a nécessité une reconstruction du moteur de 50 000 $ pour être remise en service. Au moment où le travail trouve un rythme, une conduite hydraulique se lâche après que la pelle s'accroche à un arbre, et le membre de l'équipage Ryan Kent prend le visage plein de liquide hydraulique pour vérifier la panne. Ryan s'en occupe, la réparation est effectuée. Les opérations reprennent avec un autre problème de machine résolu avec du temps emprunté et la réduction n'est toujours pas encore payée. Le calcul à ce stade est exact. Il suffit de serrer ces boulons et vous devriez pouvoir le remettre en action. Démarrez-le. Ouais, assurez-vous que nous n'allons pas fuir. Ça a l'air bien. Prêt à partir. Ouais. Bien mec. Vegas Valley, la coupe vers laquelle Rick s'est tourné comme plan de sauvetage, a manqué de salaire plus tôt que prévu. Et la coupe de la dernière chance n'a toujours pas atteint le sol aurifère alors que les jours s'écoulent. Une pesée plus tôt dans la course d'étirement s'élève à 327 onces d'une valeur de plus de 1 400 000 $. C'est de l'or dans le coffre-fort, mais ce n'est pas suffisant. Après cette pesée, environ 420 onces se trouvent encore entre Rick et les 1800 onces d'or. C'est le nombre que la coupe de la dernière chance doit produire en un seul nettoyage. En deçà de cela, et la saison se termine en dessous de la ligne, l'équipage perd son bonus et les offres de rachat de Tony et Parker deviennent la seule voie qui reste à l'opération. L'équipage travaille tard pour réaliser la coupe avant que la météo ne mette fin à l'option. Brian Zaramba passe sa dernière nuit avant de partir pour sa famille à faire fonctionner l'équipement pour déplacer le salaire, la même horloge de nuit qui définissait l'équipe de nuit du côté de Parker du territoire, qui fonctionne désormais chez Rick. Les estimations ne sont que des estimations jusqu'à ce que l'or franchisse la balance. Et toute l'année, chaque pari, chaque échec, chaque offre refusée se résume à un poids que personne ne connaît encore. L'équipage se réunit au seul bar du kéno pour les résultats. La pesée commence, et l'or commence à apparaître sur la balance. 10, 20, 30, puis 50, 60, 70. Grimpant régulièrement au fur et à mesure que le décompte avance. 90, 100. Le nombre continue de dépasser 130 onces sur la seule première portion, et il y a encore plus à peser. 10, 20, 30, 50, 60, 60, 10, 80, 80, 10, 100. 130 et 1,91. Une centaine de plus franchit l'échelle, puis une centaine de plus. Le décompte continue au-delà du point où un résultat court l'aurait déjà arrêté, et il ne s'arrête pas. Chaque centaine qui se croise modifie les calculs en temps réel. La première portion, à elle seule, au-delà de 130 onces, constitue déjà, à elle seule, un nettoyage important au cours d'une semaine normale. Avec 200 de plus, la question n'est plus de savoir si la réduction couvre le déficit, mais de savoir dans quelle mesure. L'équipage observe le même calcul que tout le monde a effectué toute la saison et finalement descend du côté droit once par once avec la ligne de 420 onces passant sous le total au lieu de se tenir devant. Lorsque le poids final est additionné, la coupe de la dernière chance donne 430 et 1,91 onces.
Ce seul nettoyage vaut à lui seul bien plus de 1,7 million de dollars. Il libère les 420 onces dont Rick avait besoin avec des onces en réserve. Ajouté au total de la saison, cela place l'opération à 1811,56 onces, dépassant l'objectif qu'il s'était fixé d'une marge mince d'environ 11 onces. Après une saison qui a failli s'effondrer dans une usine de lavage fumante à Lightning Creek, la coupe finale est payante par la plus petite marge réalisable et retire toute l'année du bord. Une saison sauvée de 11 onces, 11 oncés. Après l'échec du projet de double usine, la pompe d'alimentation détruite à Lightning Creek, les offres de rachat des deux plus grands opérateurs du territoire, les premières neiges et une coupe finale qui a dû surlivrer ou tout mettre fin. La différence entre une saison sauvée et une saison manquée se résume à 11,56 onces, dans une opération transférant des millions de dollars en or. Le total de la dernière saison de Rick vaut plus de 7,2 millions de dollars. Pendant une longue partie de l'année, ce résultat n'était pas envisageable. L'équipe qui a effectué les pannes, les pivots de récupération et le froid obtient le bonus chaque part attendant dans les bocaux d'or lors du nettoyage. Il n'y a pas eu de saison avec cet équipage où ils n'ont pas réussi à atteindre le total et celui-ci détient la séquence avec la marge la plus mince à ce jour. L'année a été âprement disputée et pleine d'incertitudes et pendant longtemps même Rick n'a pas cru qu'ils y arriveraient. Ils ont atteint 1800 onces, l'ont battu, par 11 ont obtenu le bonus sur l'or et l'opération revient l'année prochaine car le chiffre a été atteint. Après le paiement des 200 onces, les bénéfices de la saison ont afflué dans la Vegas Valley. Le billet de 100 onces dû à Lightning Creek ne s'équilibre que parce que la coupe finale a dépassé 420. Le reste du Klondike clôture ses propres comptes la même semaine. Parker Schnabel combine ses deux plus grandes usines de lavage, la Golden Goose et la Big Red, pour une dernière double coulée sur la coupe la plus riche qu'il a extraite toute l'année. Plus tôt, lors de cette pesée finale, Roxane ajoute 94, 90 onces, 60-80 et 94-90. Pas mal, hein? Et la coupe Ponte apporte 103-75 onces, puis la portion Golden Mile à elle seule ajoute 307-95 onces. Le total de sa saison se termine à 10 596 445 onces d'une valeur d'environ 42 millions de dollars, la plus grosse récolte jamais produite par son exploitation. Ce n'est toujours pas suffisant. Tony Beats maintient 4 usines en marche jusqu'à la finale et demande à son équipe de nettoyer les caisses 24 heures sur 24 pour conserver la tête. Sa pesée finale s'étend sur la coupe de coin et la coupe Esther avant qu'un seul passage au trommel ne fournisse 417-36 onces en une seule coulée. Tony termine la saison avec 11 230 et une once d'une valeur d'environ 45 millions de dollars, terminant environ 630 en 16 devant Parker et détenant le titre de roi du Klondike. La saison record de Parker se termine deuxième derrière l'opérateur qu'il a passé toute l'année à poursuivre le même opérateur qui avait une offre pour le terrain de Rick. 3 opérations, 3 résultats, tous décidés en quelques semaines. Tony remporte la couronne avec la plus grosse saison de l'histoire de la série, avec 11 230 et une once et 45 millions de dollars. Parker affiche son plus gros total jamais enregistré, à 10 596,45 oncés et perd toujours la course d'environ 630 oncets. Eric Ness, qui a vu son projet de double usine brûler à Lightning Creek, est entré dans la pesée finale avec environ 420 onces de moins que 1800. Termine à 1800, 11,56 onces sur le côté droit de la ligne. Par 11,56 onces, maintient son opération hors du bloc des enchères et renvoie son équipe chez elle avec le bonus qui leur était dû. Kevin Beats réalise la même finale de l'autre côté du résultat. Il vise 2000 onces et termine à 1591 onces, soit une valeur d'environ 6,3 millions de dollars, ce qui est en deçà de son objectif et prévoit revenir la saison prochaine pour ajuster son approche. La même semaine, la même météo, le même prix de l'or, et la marge entre atteindre le chiffre et le rater divise le peloton en deux. Rick dégage son but de 11,56 onces. C'était proche. Nous avons atteint notre objectif. Nous l'avons battu de 11 onces. C'est incroyablement proche. Cette saison a été un combat. Cela ne fait aucun doute. Dès le départ, le désastre était écrit partout. Cette industrie mec, elle te bat. Kevin manque le sien de plus de 400. Les chiffres en dollars sont énormes des deux côtés de cette ligne, et la ligne elle-même
est la seule chose qui décide quelle saison compte comme un arrêt et laquelle compte comme une reconstruction pour l'année prochaine. Placez les chiffres les uns à côté des autres et la répartition est toute l'histoire. Tony met en banque 11 230 et une once et 45 millions de dollars et remporte la couronne. Parker encaisse 10 596,45 onces et 42 millions de dollars et termine toujours deuxième avec environ 630. Rick encaisse 1 811 566 onces et 7,2 millions de dollars et libère sa ligne de 11,56. Kevin encaisse 1 591 onces et 6,3 millions de dollars et termine avec 409 de moins que le sien. 4 opérations, la même semaine finale, le même prix proche de 4 000 dollars, l'once et la différence entre la saison sauvée à la dernière coupe et la saison qui ne se résume pas à la pesée finale pour chacune d'entre elles. Si votre année entière se résumait à un seul montage final, alors que tout allait déjà mal autour de vous, continueriez-vous à pousser comme Rick l'a fait, ou accepteriez-vous le rachat pendant que l'offre était encore sur la table? Déposez votre réponse dans les commentaires.